Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans votre émission, l'invité de l'économie de la semaine. Nous parlons ce soir d'une question d'actualité, la cherté de la vie. Oui, la cherté de la vie, avec à la clé la question relative à la flambée des prix des produits de grande consommation. Et face à cette situation, je vous le rappelle, le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour maîtriser la surenchère. Eh bien, plus d'un mois après ces mesures, quel est l'impact réel de ces mesures de soutien aux populations, mais aussi aux opérateurs économiques sur la maîtrise des prix et quels en sont les effets sur le quotidien des hommes d'affaires? Pour en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir un acteur important de l'économie béninoise. Il s'agit de M. Mama Taïro, vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin-Coneb. Monsieur Mama Taïro, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, soyez le bienvenu, monsieur le journaliste. Je précise aux téléspectateurs que vous êtes par ailleurs le président d'honneur des commissionnaires en douane et secteur portuaire du Bénin. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à cette question aussi qui est importante et qui fait l'actualité. Monsieur Mama Taïro, le 23 mars, je le rappelais, le gouvernement, face à la cherté et à la flambée des prix d'un certain nombre de produits de grande consommation, a pris des mesures. Je vais citer quelques-unes. Il y a par exemple l'application d'un taux forfaitaire libératoire de la TVA sur le riz, l'huile, le bleu et d'autres produits. Monsieur Mama Taïro, vous êtes un acteur important de l'économie, un opérateur économique de surcroît. Dites-nous, était-il opportun de prendre ces mesures? Ok, merci monsieur le journaliste. Vous avez parlé donc d'une opportunité donc de prendre des mesures de soutien telles que le gouvernement les a prises. Je dirais que c'était non seulement opportun, mais c'était une nécessité. Parce que comme on les appelle, c'est des produits de première nécessité. Donc si, à la lueur des choses, si ces mesures n'avaient pas été prises depuis le 23 mars, à la date d'aujourd'hui, on observerait, n'est-ce pas, une flambée de prix dans un désordre inexplicable, au malheur de la masse, la grande masse de la République. C'est vrai, la question, elle est relative. Il y a dans l'opinion certains qui ont estimé que chaque fois, quand il y a une situation économique pareille, lorsqu'il y a flambée de prix, et que les États, pas seulement le Bénin, ont pris l'habitude de baisser, d'imposer la régulation de prix sur le marché. Est-ce que c'était la seule alternative? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens que l'État pouvait utiliser pour faire face à cette situation économique? Bon, vous savez que c'était une crise économique mondiale. Ce n'était pas le Bénin seul. Et dans de pareilles situations, chaque État prend les dispositions nécessaires, n'est-ce pas, selon les réalités de son pays. Et comme je l'ai dit, crise mondiale, c'est presque le même schéma que tous les pays, que ce soit européens, américains, asiatiques, c'est la même mesure que tous les États ont prises aujourd'hui. Puisqu'il s'agit d'un mal, chaque État amène les remèdes qu'elle peut mettre, ne serait-ce que pour une première étape. Je crois que c'est là où nous en sommes. C'est judicieusement étudié. Le seul apport que le gouvernement pouvait amener, c'était d'étudier les prix et de voir ce que lui pourrait amener comme remède dans la situation. Et justement, par rapport à ce pan, est-ce que vous, acteurs de l'économie, vous, importateurs, commerçants qui êtes au front, qui êtes sur le terrain, vous avez été consultés préalablement? Oui, bon, consultation. De toute façon, même sans nous avoir consultés au départ, l'État sait déjà quelle est sa part, n'est-ce pas, de responsabilité dans les coûts de revient de toute importation. L'État le sait déjà. Même sans nous concerter, elle sait déjà qu'elle doit nécessairement amener un apport sur ce qui lui revient en tant qu'État. Le fait que le gouvernement, dans son communiqué du Conseil des ministres, a fait des rabais et des exonérations, c'est que l'État veut montrer par là, voilà le premier remède que moi, en tant qu'État, je pouvais amener. Donc sans même nous consulter, c'est elle qui encaisse, c'est l'État qui encaisse les droits de porte, les droits de douane, toutes les taxes qui rentrent dans le pays, c'est l'État qui ça rentre dans les poches de l'État.
Et c'est de cette poche-là que l'État dit, bon, en attendant de voir la situation générale, voilà ce que moi j'apporte comme soutien. Donc ce n'est qu'une étape majeure. En quelque sorte, ça s'impose à tout le monde. Bon, et là, en le faisant, l'État impose, n'est-ce pas, la situation à tout le monde pour dire, bon, écoutez, moi, voilà ce que j'ai vu dans la situation, mais voilà mon apport, quitte à continuer les discussions. Rassurez-vous, ce n'est qu'un début de situation économique. Ce n'est qu'un début de crise mondiale. Vous voulez dire que le pire peut encore arriver et qu'on ne sommes pas on au ne bout. le souhaite pas, mais à la lueur des choses, à la lueur de l'évolution des choses, il faut peut-être s'attendre au pire. Parce que, comme vous l'avez suivi au débat, nous avons indiqué, n'est-ce pas, les sources donc, de ce désordre. Le premier, c'est le désordre que nous constatons sur les plateformes de distribution des denrées alimentaires sur le plan international, dû au fait du Covid. Le Covid a ravagé beaucoup de secteurs économiques dans le monde, sur lesquels nous sommes tributaires, parce que nous importons en majorité, tous nos biens de première nécessité dont vous venez de parler, nous les importons en majorité de là-bas. Donc si eux, ils ont subi les chocs, naturellement, nous devons avoir, n'est-ce pas, le contre-coup ici. Donc le Covid a été le premier, nous l'avons dit. Du fait du Covid aussi, nous sommes passés sur la situation du fret maritime. Je vous ai dit que les marchandises qu'on transportait à 500 000 francs le conteneur sont passées en moins de 1 an et demi à 2 500 000 par conteneur. Ah oui, quand l'État vous a indexé, n'est-ce pas, les secteurs où elle intervient là, c'est qu'il faut comprendre la mesure parce qu'on ne vous avait pas donné les chiffres. Donc sur le fret déjà, le fret était passé de 500 000 à 2 500 000. Vous voyez déjà la marge. Vous avez des pays qui ont subi des inondations, des sécheresses, qui ont impacté les volumes de production annuels. Et enfin, et là je crois que c'est là où nous allons nous éterniser, la grande guerre qui a commencé entre l'Ukraine et la Russie. Donc, pour donner un schéma de la chose, avant le 23 mars, date du Conseil des ministres, je vais vous donner un exemple de 10 conteneurs, par exemple, de farine de blé. Qui était déjà importé avant la décision du Conseil des ministres. Écoutez, je sais là où vous voulez en venir, mais écoutez d'abord ce que je voulais vous dire. Qui était importé donc avant le Conseil des ministres. Ces conteneurs arrivant à Cotonou, disons entre le 18, 19, le 20, devaient payer plus de 17 millions de droits de douane. 17 millions de droits de douane. Savez-vous qu'après le Conseil des ministres, ce montant-là, ceux qui ont importé après le Conseil des ministres, savez-vous combien c'est arrivé? À 6 700 000. Ça fait plus de 62% de réduction. C'est beaucoup, mon frère. Quand on sait que nous sommes dans un budget essentiellement fiscal et que d'un seul coup, l'État perd 62% de ses recettes qu'elle devait empocher, imaginez ce que ça doit être. Il n'y a pas de son gré aussi. Exactement. Voilà l'exemple. Voilà un exemple précis qui montre l'effort réel économique et financier que l'État a fait déjà sur un seul produit. Et cela élargi à tous les autres produits. Vous avez l'a fait sur le riz, sur le blé, là, tout de suite, dont je viens de parler, et les autres produits, et les pâtes alimentaires, et le blé, ainsi de suite. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas une appréciation, mais nous vous disons la réalité des chiffres, là. C'est ce qui se passait. Donc, dans le même temps, certains dans vos rangs, peut-être que vous ne les connaissez toujours pas, ont estimé qu'il fallait attendre et que vous aviez importé déjà un certain nombre de produits avant la décision et qu'il ne fallait pas appliquer de façon tacite. Oui, donc, la décision du Conseil des ministres. Voilà, je crois même que c'est un aspect que j'ai souligné à notre débat pour souligner que, bon, certains, malgré tout, quand même, ont fait des importations et ils ont subi, n'est-ce pas, le coût d'avant les mesures de soutien du gouvernement. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Mais vous avez suivi ce que le ministre a dit. Moi, je l'ai pris au mot. Il a dit non. Nous sommes obligés d'aller par étapes. Et c'est vrai. C'est vrai. S'il devait mettre dans le même panier les solutions de ceux-là qui ont importé après le 23 mars et vouloir les résoudre en même temps avec ceux qui ont importé avant le... Ça allait faire des ordres et ça allait prendre du temps, ça allait compliquer, n'est-ce pas, les décisions juridiques que l'État devait... Donc je suppose puisqu'il l'a dit, qu'il poursuit les négociations avec les importateurs. Parce que pour ceux-là qui sont en train de se plaindre, effectivement, avec raison, hein, parce que c'est économiquement éprouvé, ceux qui sont en train de se plaindre de n'avoir pas bénéficié donc, de ces rabais-là, ben,
l'État est en discussion avec eux. Moi, j'ai eu les derniers échos, c'est que, comme il a dit le ministre, il a mobilisé son cabinet avec le cabinet du ministère du Commerce pour que les échanges continuent avec, n'est-ce pas, les importateurs. Mais il y avait la première décision, c'était qu'il fallait arrêter l'hémorragie. C'est ça que l'État vient de faire. Il fallait arrêter l'hémorragie et réguler la situation d'abord, avant de revenir sur les cas particuliers. Donc ces cas particuliers, je sais qu'ils sont en négociation aujourd'hui avec le gouvernement et je suis sûr qu'ils vont trouver un terrain d'entente, puisque les stocks sont arrivés presque au même moment. Celui qui a sorti la marchandise, par exemple, le 22 mars, et qui doit subir, n'est-ce pas, c'est le même prix de vente imposé par le gouvernement. S'il prouve qu'il avait effectivement payé. Bon, parce que justement, l'État a besoin, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, de prouver effectivement que la personne, parce qu'il faut de la documentation, hein. Ceux-là doivent justifier qu'ils ont effectivement importé dans un délai que l'État va n'est-ce pas, fixer. À quel délai ils ont importé? Quel est l'état du stock? Les chiffres? Puisque nous avons cette chance, nous sommes aujourd'hui au guichet unique où tout est visible. Tout est visible, tout est dématérialisé. On peut savoir quels sont les importateurs qui, dans un délai de 30 jours avant, ou 15 jours avant, ou 40 jours avant, ont fait les importations. Le fichier peut sortir tout de suite. Il pourra dire, sur le plan national béninois, par le cordon douanier du port de Cotonou, voilà les marchandises telles que le riz, les huiles et les farines de blé qui sont sorties il y a 15, 20, 30 jours. Ça, c'est possible. Je crois que ce sera la première étape à partir de laquelle maintenant l'État va s'asseoir avec eux et s'entendre sur un mode. Monsieur Terrou, je sais que vous êtes un acteur, un homme de terrain. Oui. Au-delà de votre casquette de vice-président oui. de la CONEF, vous êtes aussi, comme je vous présentais, oui. le président d'honneur des commissionnaires en douane secteur portier. Oui. Est-ce que vous-même sur le terrain, depuis que la décision a été prise, vous avez observé un certain nombre de changements pour ce qui est des prix d'un certain nombre de produits? Bon, vous savez, nous, commissionnaires agréés en douane, comme vous l'avez dit, nous sommes les intermédiaires entre le client et le gouvernement, donc via la douane. Bon, la décision, elle a été prise et elle s'impose normalement à tout opérateur économique. Ce que je sais, c'est que les importateurs sont aussi des citoyens. Ça, c'est un. De deux, ils connaissent la situation économique nationale. Ils connaissent comment les Béninois souffrent. Ils sont supposés quand même être aussi des patriotes. Ils sont aussi supposés être des patriotes, amener, n'est-ce pas, parce que c'est une guerre qui embrase tout le monde. Ce n'est pas une guerre de l'État béninois. C'est une guerre qui embrase les consommateurs béninois que nous sommes. Vous voulez dire que chacun doit fournir un peu d'effort? Chacun doit faire, à partir du minimum au moins que l'État demande. S'il trouve maintenant mais le commerçant, lui, il veut toujours faire du profit. Ça a toujours été, n'est-ce pas, le leitmotiv de tout commerçant. Tout commerçant veut nécessairement faire du profit. Aucun commerçant au monde ne va vous dire qu'il est en train de faire des opérations pour perdre. Ou bien pour aider l'État. Ou bien pour faire du social. Ah non. Ça c'est toujours quelque chose qui est une mentalité qui est guerre. Mais ça n'empêche que vous avez des opérateurs économiques citoyens. On a la responsabilité sociale de l'entreprise. Ils ont l'obligation parce qu'après tout, quand ça marchait, personne ne nous entendait. Ce n'est pas parce que la crise est venue qu'il faut renforcer le clou. Au pire des cas, c'est les stocks qui vont rester dans leur magasin, puisque les consommateurs ne pourront pas acheter. Je compte sur, n'est-ce pas, la part nationale et nationaliste des Béninois, des opérateurs économiques et même étrangers pour aider l'État, n'est-ce pas, à amortir ce choc qui est encore à ses débuts, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que aussi, vous, en tant que président d'un patronat, oui. Est-ce que vous avez aussi les échos des gens, de vos membres qui sont sur le terrain, qui sont parfois commerçants, d'autres qui sont employés? En ce qui concerne les plaintes, est-ce que vous avez des retours? Oui. Quels sont les échos qui vous parviennent? Il faut dire que, comme je le soulignais tantôt, les opérateurs économiques que nous approchons déjà, parce qu'ils sont quand même nombreux, il y en a qui m'appellent aussi de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Je dis, mais il faut participer. C'est une crise qui arrive, il faut participer. Non. Même si c'est compliqué. Même si c'est simple, c'est compliqué. En ce sens, ils ont compris que bon, il faut quand même faire un effort. Je sais que sur le terrain, le marasme n'est pas tel qu'on aurait imaginé, qu'il y a de la réticence ou bien de la résistance. Je ne pense pas. Hein? Certains opérateurs ont leur réalité. Les cas de ceux-là qui sont venus avant le 23, ça, c'est à part. Bon, ceux-là, maintenant, qui viennent après le 23, je crois qu'à la majorité des cas, ils sont en train de voir dans quelle mesure s'allier sur les décisions, n'est-ce pas, et les prix fixés par
le gouvernement pour les arrivages après le 23 mars. D'accord. Alors, je le disais, en ce qui concerne votre secteur, Oui. c'est-à-dire tout ce qui est importation, le gouvernement a décidé, il a baissé par exemple le fret maritime et bien d'autres facilités qui vous sont accordées. Oui. Est-ce que ça a été effectivement fait? Est-ce que lorsque vous avez importé après le 23, vous avez constaté effectivement ce changement? Ah, ça c'est effectif. Et ça, c'est d'office. Et c'est là où il faut tirer l'honneur quand même aux structures, n'est-ce pas, en charge donc des configurations des droits douaniers aujourd'hui, à savoir le directeur général des douanes et son équipe, ainsi que Bénin Control, Web Fontaine. Tout de suite, ils ont paramétré les tarifs réels qu'il faut. Et les notes sont sorties d'application. Et c'est d'application immédiate. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut importer les produits, n'est-ce pas, subventionnés par le gouvernement, quand il rentre dans le système douanier de la douane, effectivement, on constate les facilitations qui sont accordées. Il n'y a pas eu de jeu là-dessus. Vous voulez importer aujourd'hui de la farine de blé, vous avez aujourd'hui la quantité douanière après, suivant les décisions du Conseil des ministres du 23 mars. Ça, c'est automatique. Malgré, je dirais, cette leçon qui est quand même suivie par vos membres, est-ce qu'il n'est pas aussi temps de poursuivre la sensibilisation, de dialoguer avec ces derniers et de faire des propositions au gouvernement? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, nous, la CONEB, nous sommes déjà partie prenante, en tout cas après le 23 mars, sur les négociations en cours. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup de propositions à faire à l'État. Mais il se fait qu'aujourd'hui, bon, ça c'est pour les fois à venir, mais aujourd'hui nous sommes devant le fait. Je suis en train de regarder cette situation comme la dévaluation intervenue au niveau des pays, n'est-ce pas, de la zone UEMOA. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous voir, d'échanger, de nous passer, n'est-ce pas, des conseils, le minimum de conseils possibles pour, en tout cas, les prochains chocs à venir. Mais je sais que le gouvernement prend les dispositions. Il a déjà dit, le ministre des Finances, il avait dit qu'il prendrait des dispositions pour regrouper le grand monde possible, hein, ne serait-ce que pour les études, pour les situations futures. Bon, c'est des dispositions qui existent dans d'autres pays où vous avez des équipes de choc comme ça, hein, qui font front tout de suite ensemble avec le gouvernement et les ministres pour voir immédiatement quelles sont les situations à faire. Mais ça, c'était imprévisible. Cette situation que nous vivons était nécessairement imprévisible. Bon, mais ils sont en train de corriger. Et comme je le disais, l'entrepreneur, l'opérateur économique, lui, tient à gagner. Est-ce que vous avez remarqué une baisse de vos chiffres d'affaires avec cette situation qui est arrivée? Ça va de soi. Ça va de soi. Parce qu'avec la situation arrivée, du fait que la situation qui est arrivée n'est que pour l'instant provisoire, je vous explique déjà les deux conséquences qu'on observe sur le terrain. La première, c'est que certains importateurs, du fait d'abord de la décision, non pas du fait de la décision, du fait de la situation internationale, le marché international ne rabaissant pas les coûts, parce qu'au moment du 23 mars, les prix sur lesquels le gouvernement avait tablé ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ils sont en train de flamber. Ils sont en train de flamber. Vous regardez aujourd'hui sur Internet, la farine de blé est presque à 692 $ la tonne. Le 23 mars, il était à 500 et quelques. Donc ça s'en va. Donc cela veut dire que nos opérateurs économiques se trouvent aujourd'hui dans un véritable dilemme. Premièrement, les stocks qui sont là quittent difficilement. Ceux à commander, ils sont presque tous réticents à lancer les commandes. C'est les contre-coups que nous avons aujourd'hui comme commissionnaire agréé en douane. Parce que nous sommes payés quand la marchandise arrive. Si elle n'est même pas commandée, il ne faut pas rêver. Moi, je peux vous dire, depuis un mois, par exemple, mon client, il a suspendu toutes les importations. Ah oui, il a suspendu toutes les importations parce qu'il veut voir clair dans la situation et quelles sont les perspectives. Et les prix qu'il a déjà consultés le rendent dissuasif sur le prix fixé aujourd'hui à vendre sur le terrain. Donc, à partir de ce moment, ils sont réticents à faire les commandes. Ils sont en train de faire les évaluations, chercher dans d'autres pays, est-ce qu'ils peuvent avoir moins cher pour être, n'est-ce pas, dans les normes fixées par le gouvernement béninois. Donc, ça fait que le volume des importations chute, le prix des denrées flambant sur le plan international, on ne sait pas de quoi les lendemains seront faits.
D'accord. Alors, Monsieur Terrou, je sais que vous êtes un panafricaniste. Et souvent, quand vous intervenez, on connaît certaines de vos positions. Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'Afrique, de façon générale, ou je dirais le Bénin en particulier aussi, d'orienter sa politique beaucoup plus vers la production que l'importation? Ah oui. Même si nous sommes dans la mondialisation qui nous impose l'importation. Ah oui, vous nous aurez si bien dit. Quand vous analysez aujourd'hui les ménages africains, nous sommes à 40%. Nous sommes à 40% donc n'est-ce pas, de ponction sur nos revenus, ne serait-ce que pour les denrées de première nécessité. Au niveau des pays européens asiatiques, ils sont à 17%. Je ne sais pas si vous voyez la marge. Bien sûr. Donc l'Africain ou l'Africain en général importe plus qu'il n'exporte. Donc vous avez un déséquilibre commercial déjà qui s'impose. Il faut changer ce paradigme-là. Si nous devons importer 40% des volumes de consommation, il faut le renverser et le ramener peut-être à 10-20% et encourager la production et la consommation locale. C'est quelque chose qui s'imposera, qu'on le veuille ou non. À l'allure va le monde, nous sommes obligés d'en arriver là. On sera obligé de faire le pain désormais par le manioc ou autre chose. Ça va être possible. Mais d'autres pays le font. On a eu des Béninois même qui ont fabriqué du pain bien chaud là avec du manioc. Pourquoi on n'a pas encouragé ça? Mais le blé là, on connaît le blé. Les Béninois ne connaissent pas le blé. Pourtant, un bon pain peut se fabriquer à partir de la farine de manioc et d'autres produits, même certains disent jusqu'au maïs. Il faudrait que nous encouragions. Nous ne sommes pas obligés de manger nécessairement de blé. Le blé aujourd'hui comparé à notre manioc, je crois que les scientifiques vous diront que le manioc est encore plus nourrissant que le blé, dont nous ne connaissons même pas les produits chimiques qui sont ajoutés. Bref, il faut changer de paradigme de comportement et de consommation. Et ça va ramener, n'est-ce pas, les choses à leur juste mesure, pour si bien que quand les chocs de ce genre vont arriver, nous allons les sentir, mais à moindre mesure. Mais tant qu'on ne l'aura pas fait, et que nos balances commerciales seront toujours déficitaires, nous allons subir les chocs de ce genre. Je vous explique. Et le taux d'inflation aujourd'hui, repris, n'est-ce pas, en Afrique, donne plus de 200% dans les pays comme le Soudan et le Mozambique, 60-66% dans les pays de l'Est, le Kenya et d'autres pays. Dans les pays de la zone UEMOA, le seul pays qu'on a indexé, c'est le Burkina Faso, où le taux d'inflation est déjà à 10%. Bon, les autres pays, Bénin, Côte d'Ivoire, bon, on n'a pas encore les chiffres, mais pour l'instant, ils ne sont pas loin, n'est-ce pas, d'une inflation qui est nécessairement galopante. Ça n'épargne aucun pays. Et je vous dis, si vous me donnez l'occasion, parce que je vous avais dit que le dernier aspect où nous allons juger de l'impact négatif, n'est-ce pas, de l'inflation, c'est la situation de la guerre Russie-Ukraine. Il faut vous dire que nous n'avons pas encore commencé par sentir en réalité. Même l'Europe là, vous faites peur, monsieur Maman. Non, je ne veux pas alerter. Je vous dis les choses. Mais on a déjà les signes. On a les marchandises qui doivent venir au Bénin. Vous voulez dire que les prix qui montent actuellement vont s'empirer d'ici 2, 3, 4 ou 1 an? Nécessairement. Puisque, regardez par exemple les matières premières de production. Le gaz, le pétrole. Et tout récemment, même au Bénin, ici, on a vu que le gasoil a encore monté malgré l'effort du gouvernement. Bon, vous avez vu que le gouvernement avait fait un premier effort sur le gaz et s'est rendu compte à peine un mois après pour constater que la situation internationale... Mais du fait que c'est en train de grimper, on n'a pas encore eu un écho où la guerre est finie ou bien la guerre est en train de réduire les coûts. Non, il est flamme. Et vous avez vu que c'est une guerre qui est en train de s'externiser et de s'élargir. Il faut prier. Il faut prier. Si cette guerre continue, vous avez 40% 50% de la consommation de gaz pour l'Allemagne. Plus de 30% pour la France. En tout cas, l'Union européenne est aujourd'hui, n'est-ce pas, conditionnée par le gaz alors que de c'est la Russie qui est le grand producteur, l'un des grands producteurs du gaz dans le monde. Et tous ces pays de l'Union européenne n'ont pas pris n'ont pas encore reçu des solutions pour faire face à ça.
Vous avez vu que l'Allemagne est restée réticente quand il fallait condamner, prendre position. Elle a dit non, moi, si je prends votre position, je vais mourir. Donc, il est obligé de continuer son importation. Donc, la crise est là. La crise est là. Et quand ça va s'abattre une fois pour toutes, parce que, quelle est la position actuelle? La Russie est en train de fermer les vannes. Si elle ferme les vannes, les productions seront faites comment? Nous importons pratiquement de l'Union européenne plus de 70% de nos recettes. L'Union européenne va subir ces contre-coups. Nous allons faire quoi? Nous sommes les petits, c'est tout comme si le père souffre alors que c'est le père qui nourrit l'enfant. Qu'en sera-t-il On va subir sans avoir Alors, subi. M. Taïrou, ça va être peut-être les dernières minutes de notre entretien. Alors, revenons au Bénin. Et quelle est la proposition que vous faites au gouvernement en l'état actuel pour que les choses changent? Parce qu'on a vu qu'il ne suffit pas seulement de dire nous réduisons le prix. Encore que sur le marché international, comme vous l'avez rappelé, le prix s'impose et lorsqu'il monte, on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? Comme vous l'avez si bien dit, tel que je l'ai démontré tantôt, le gouvernement béninois n'est pas le maître des prix des produits internationaux. Ces produits de première nécessité, le gouvernement béninois n'en est pas le maître. Il ne fait que juguler le minimum que lui peut porter. Je crois qu'il faut réfléchir déjà dès maintenant, mettre en place des structures de changement de paradigme de consommation des biens que nous importons. Nous sommes obligés, ne serait-ce que pour nous et les générations à venir. Parce que ces situations qui arrivent seront des situations cycliques. Parce que le monde va avoir un autre visage prochainement. Si nous ne prenons pas les dispositions en tant qu'Africains dès maintenant, nous n'allons pas nous en sortir. Vous pensez qu'il faut une solution africaine à cette situation économique mondiale? La situation économique, elle s'est imposée à nous, elle nous a donné des leçons. Il faut tirer des leçons, n'est-ce pas, de ce qu'elle a fait. Quels sont les produits que nous importons en réalité? Vous avez le riz, vous avez l'huile, vous avez les farines de blé, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous devons produire localement et amortir, n'est-ce pas, les volumes, les chocs qui arrivent, quelles sont les dispositions idoines qu'il faille prendre? Et l'État doit mettre les moyens. L'État met les moyens, les citoyens sont mobilisés. On peut renverser la vapeur. Est-ce que parfois aussi le silence de nos grands ensembles sous-régionaux ne vous inquiète pas? L'UEMOA, la CEDEAO qui pratiquement n'opinent pas, ne se réunissent pas pour proposer des solutions, chercher des voies de solutions? Bon, comme vous l'avez constaté, ces organismes UEMOA, CEDEAO, dans tous les cas, chacun couvre sa tête, d'une manière ou d'une autre. La preuve, l'inflation qui va arriver dans ces pays ne sera pas la même dans tous les pays, parce que certains ont pris d'autres mesures de substitution. Nous-mêmes, nous devons trouver des mesures de substitution pour que, en attendant même que ça n'aille à l'UEMOA ou à CEDEAO, que nous faisions des propositions en interne, locales d'abord. Ce que nous allons dire, en tant que membre de l'UEMOA, peut aussi s'imposer au niveau de l'UEMOA. Tout est une question de réflexion. Surtout que nous avons actuellement la chance de présider, je dirais, nous sommes à la tête, le président béninois est à la tête de l'UEMOA. Ah oui, voilà. Ça, c'est un bâton important. Ça, c'est un bâton. On peut profiter de ce temps-là, et du temps où il va rester pour dire, bon, voilà ce que le Bénin propose pour amortir, n'est-ce pas, les coûts de revient prohibitifs des produits à l'importation. Premièrement, dans tous les cas, il faut encourager la production locale, les transformations locales et voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, l'État peut s'investir et demander l'aide des États, des organismes internationaux tels que l'ONU. Je pense que si nos pays africains prennent certaines dispositions qui économisent n'est-ce pas, leurs recettes et amoindrissent les jets fiscaux, mais je crois que les organismes internationaux vont nous aider. Banque mondiale, là, l'ONU, là. Si nous leur disons, écoutez, voilà ce que ça nous fait comme trou en tant que budget fiscal, sur notre budget fiscal, comme trou, tel pourcentage, nous voulons le rabaisser pour faire de la production locale à telle chose, aidez-nous par tel montant. Ce serait vite fait. Mais les pensées, les idées doivent venir de nous-mêmes d'abord. L'autre fois, une dernière question, j'avais surpris quelqu'un qui, dans le sujet ou le débat sur la cherté de la vie, la hausse des prix actuels, a évoqué aussi la question de la monnaie. Est-ce que vous pensez, vous, opérateur économique, importateur, un grand importateur d'ailleurs, est-ce que vous pensez que la question de la monnaie est d'actualité face à la question de la charité? Est-ce qu'il y a un rapport? C'est pas le moment. C'est pas le moment.
Je sais que j'ai ma position sur le franc CFA, mais ça n'a pas un gros impact sur ce que nous sommes en train de dire. Je viens de vous donner les chiffres des inflations. Vous avez les pays comme le Soudan, le Mozambique, le Kenya et d'autres pays de l'Afrique de l'Est qui ont leur propre monnaie. Et c'est eux qui subissent aujourd'hui le plus gros taux, n'est-ce pas, d'inflation. C'est ceux-là qu'on appelle les inflations à 2 chiffres. En Afrique et dans la zone UEMOA, on n'est pas encore... chiffres. Exactement. Donc, quand tu prends déjà ces exemples-là, la monnaie ne vient pas là. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels on va revenir s'il fallait débattre du monnaie de la CFA. Nous avons notre position là-dessus. Merci beaucoup, M. Taïrou Maman. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin-Coneb. Vous êtes par ailleurs le président d'honneur des commissionnaires en douane secteur portuaire du Bénin. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir dans ce numéro de notre émission, l'invité de l'économie de la semaine. Ainsi s'achève donc ce numéro. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Nous apportons toujours des solutions quand nous sommes là et bien entendu... Vendez, achetez, communiquez. C'est sur votre émission Quoi acheter. Ça prouve que